Gehst du a Kuschel-Restaurant? Ja, Alors, on dit, bist du in Israël? ja, alles ist Kusche. Alors ça, il cherchait le restaurant caché à Israël. Il a trouvé? Plusieurs temps. Mais moi, j'ai mangé des huîtres en Israël. Vous pouvez manger, mais vous mangez du cochon si vous voulez. Hein. Oui, bien sûr. Il y a un élevage. Non, des cochons, sans blague. Non? Et je vous raconterai un tort de cochon dans ma famille. Mais attends, Super. et Non, c'est Israël, autre chose. Ouais, C'est Arrête Shelano, je sais pas ce que ça veut dire. c'est notre pays. Ah, Avar? Oui. Avant, on disait Yiddish Shema, C'est oui. mais maintenant, c'est c'est- Arrête c'est, Shelano. c'est comment ce qu'elle raconte Eda? Comment? C'est comment ce qu'elle raconte Eda? Je commence quoi? plus fort. C'est comment ce qu'elle raconte Eda? Tu veux intervenir? Tu veux de... Non, je n'ai rien à dire. Je N'a n'ai rien rien à à dire. dire. Il a déjà dit, il a raconté son histoire. On a beaucoup de choses. Vous savez, chacun de nous pourrait écrire un roman Ah oui. incroyable. Vous savez, j'ai un ami d'ailleurs qui est un ancien de Shimbet. Le Shimbet, c'est un. En Israël, c'est le contre-espionnage. Alors il me posait des questions de savoir comment on a passé la guerre. Alors quand je lui ai raconté ça, je dis, mais mon un chien, pourquoi tu écris pas un livre là-dessus? Puisqu'il y a tout le monde se place ici. Vous avez passé des moments incroyables, vous êtes défendu, des choses comme ça. Écris donc. Et c'est vrai, c'était une autodéfense. C'était pas facile, mais il fallait vraiment se bagarrer. Il fallait avoir la chance aussi. Il fallait pas être un racham, il fallait avoir la chance. Bon, Il fallait se combattre, il fallait pas se laisser aller. alors, maman veut continuer. Hein. Tu as déjà dit que tu as fait expédier ta mère, J'ai envoyé ta ma mère, Elle est bien entrée. Salah. Et alors, entre-temps, j'ai dit à une amie qui est venue me voir et qui m'a demandé qu'elle a un passeur qui pourrait prendre des personnes si je veux venir avec elle. Alors c'est là où je lui ai dit je ne peux pas le faire parce que c'était déjà après le départ de ma mère. Je dis j'ai encore ma fille et puis je ne peux pas partir avec un passeur, avec un enfant. Parce que ça sera c'est possible, il faut que je reste encore. Mais pourquoi? Parce que c'était dangereux, il y en avait des amis, des passeurs qui noyaient, qui prenaient de l'argent. J'ai une amie qui avait la même pièce, c'est-à-dire des amis nous ont procuré des faux papiers, c'est-à-dire j'étais pas tribousse, j'étais très vite, tribousse. Et bon, et puis il n'y avait plus de tampons. Alors avec cette carte, je pouvais déjà passer la zone. Alors j'ai pas voulu le passer parce que. Attends une seconde, on n'a pas bien compris. Trivous s'était transformé en quoi? Trévous? Trévous, avec un X. X. Oui, c'est ça. Il y a une ville en France Il y en a un qui village, s'appelle il Trévoux. y a un village qui existe. Et donc tu dis qu'il y avait des gens, des passeurs qui faisaient du mal aux personnes qu'ils faisaient passer? Il y a des passeurs. J'ai une amie qui m'a proposé de partir avec elle. Alors j'ai refusé, j'ai dit je peux pas, je n'ai pas encore expérience, il faut d'abord qu'elle parte. À ce moment-là, je prendrai un passeur. Parce que toute la famille de cette amie a été, chacun avait un autre malheur avec les passeurs. Il y en a un qui a touché beaucoup d'argent et sur une barque devait transporter de l'autre côté de Rhin, ou je ne sais plus, de Metz, je ne sais plus. Et au milieu de la rivière, il a touché l'argent et il les a noyés. Il y en avait dans la même famille un autre frère qui faisait qu'est-ce qui s'est passé avec lui? En tout cas, il y en avait un qui faisait de la résistance entre la zone libre et la zone occupée. Et à un moment donné, les Allemands l'ont pris et l'ont fusillé.
troisième machin avec un, je ne me rappelle plus de... En tout cas, c'était dangereux, il n'était pas en sécurité avec les passeurs, il se faisait... Parfois, il passait des gens honnêtement, et parfois, il prenait l'argent et puis il se débarrassait de lui. Alors, elle devait être cobaye. Attends, je voulais te demander, par où se faisaient les passages, la frontière, par où les gens passaient? Ça, c'est comment s'appelle la ligne des marques. Ah bah où était la ligne des démarcations? Chalon. À Châlons, dans la région de Châlons, il passait dans les montagnes, il passait dans les... Non, il traversait la Saône. La Saône. C'est pas le Rhône. La Saône. La Saône, il traversait la Saône en bateau. La Saône. Bon. Bon, Oui. alors, Pas les camions. Ils Hein? avaient Ça parle des camions. Les camions, ils passaient passaient par la route. c'est tout. Donc, Mémé Salah, elle est passée par la route. Elle est passée dans un Mais oui, camion, dans un camion. dans un faux plancher, mais par la route. Oui, Et il y avait des gens qui traversaient par la rivière. c'est ça. Oui, d'accord. Bon. D'accord. Mais ce que je n'ai pas dit Ah, j'ai avant, traversé je n'ai par pas la raconté, Je savais. c'est que moi, Toi, tu as traversé par la Et rivière? alors, c'était le moment où Michel à et quel sa mère moment- aussi. au moment où mon mari devait passer la zone libre. Nous étions à la Courneuve encore. Alors, il y avait mon mari qui a été libéré, et puis il y avait la grand-mère. Ma mère, donc, est partie, Déjà parti. et mon mari Il devait... était loin, là, papa. hein, Il était à Marignane, papa. et non, il était à Marignane. Mais vous aviez Et des... Pour aller, voilà, pour aller à Marignane, il fallait qu'il ait une pièce d'identité non tamponnée. Vous aviez des Alors, nouvelles les mêmes amis. de Ava? Hein? Il donnait des nouvelles, Ava? Vous aviez le téléphone ou vous écrivez des On n'avait lettres? pas le droit de téléphoner, le juge n'avait aucun droit. Et Il d'écrire des n'avait pas le lettres? droit d'aller dans un café, il n'avait pas le droit d'aller téléphoner. Alors comment tu avais des nouvelles de Ava? On n'en avait pratiquement pas. À partir du moment où Ava était à Marignane. oui, je n'avais plus de nouvelles. Et lui n'avait pas non plus de nouvelles. Je ne savais pas ce qui se passait là-bas et lui ne savait pas ce qui est chez nous. Donc j'étais là tout seul avec ma mère, avec ma petite fille, ma fille. Et puis, Non, ta mère, elle est déjà partie. elle est déjà Alors, partie. ce que je voudrais maintenant, c'est que tu racontes comment tu as organisé mon évasion. Alors bon, quand j'ai refusé la fille à mon ami que je ne peux pas la suivre, j'avais la même carte d'identité parce que c'était le même ami qui lui a fourni la même carte. Alors j'ai vu qu'elle s'était ramassée, etc. J'ai dit c'est très dangereux pour tout le monde. Alors j'ai dit ben, cette fois-ci, il faut que je fasse partir ma fille. Par quel moyen? J'ai dit il faut qu'elle parte légalement parce que si elle passe par un passeur, tout peut arriver et puis elle était trop petite, c'était pas possible. Alors j'ai dit je vais essayer, je vais risquer. J'avais une cliente qui était toujours fourrée dans J'avais la 4 ans, synagogue. hein, c'est ça, Hein? j'avais 4 ans. Il avait 4 ans. Et cette dame-là qui était toujours fourrée tous les dimanches À l'église. à l'église. Et puis on pourrait... je me suis dit, est-ce que j'ai appris qu'elle devait partir en zone libre avec son mari. Parce que les Français non juifs avaient passé librement. Alors je suis allée la voir et je lui ai dit, écoutez madame, vous connaissez ma situation? Alors elle me dit oui. Ben, j'ai dit, alors vous savez, j'ai une fille qui est petite et qui pourrait... J'ai appris à passer en zone libre, vous avez votre femme pour rendre la visite à votre famille. Est-ce que vous pouvez vous charger d'amener avec vous ma fille? Alors pour vous montrer combien il y avait aussi de Français sympas et gentils. Elle n'a pas demandé, je vais demander. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit écoutez, il n'y a pas de problème. Si elle n'a pas besoin d'une carte d'identité de la commandature,
Elle s'est renseignée d'ailleurs. Jusqu'à 10 ans, on n'avait pas besoin, les enfants n'avaient pas besoin de passeport. Alors il dit des moments qu'elle n'a pas encore de 10 ans. Et dès que nous partirons, nous partons d'ici dans 2 jours, je crois. Et on viendra chercher vous m'emmènerez votre fille. Je l'ai alors les soirs où elle devait partir, c'était la nuit. J'ai dit à Hélène, elle était habituée, ma mère à ce moment-là, c'est beaucoup petite encore. Moi je travaillais, c'était ma mère qui s'occupait d'elle. Alors j'ai dit, tu sais, j'ai la possibilité de t'envoyer joindre ta mémé. Et comme elle m'aimait beaucoup, je n'ai pas parlé de zone libre, je n'ai pas parlé de rien du tout. J'ai dit, je peux t'envoyer chez mémé. Est-ce que tu es d'accord? Autre Hélène qui savait beaucoup de choses, qui disait rien. Alors je m'embêtais, j'ai pris mes précautions et j'ai dit voilà, je suis allée, c'était une tante gentille, elle a mis un temps, et elle veut bien t'emmener avec elle. Alors très calme, très rassurée, elle est venue avec moi à la gare, Hélène. Et puis, où elle a quelle gare? Gare Gare de Lyon. Gare de Lyon. Gare de Lyon. Oui. Gare de Lyon. Bon. Je suis allée avec elle à la gare et je l'ai remis à Madame, Madame Fleury. Madame Fleury, c'est ça. Alors, Madame Fleury, Je t'interromps un instant. Est-ce que tu peux raconter comment tu as connu Fleury? Madame Fleury, c'était une personne qui se soignait chez moi. C'était une patiente à moi. Alors j'avais de confiance en elle, mais d'autre part, je me suis dit... Il n'y avait pas un curé Il y dans avait un l'histoire? curé qui t'avait fait connaître. À part maman. ça, oui. Moi, j'étais à la Courneuve. Ce qui nous a sauvés, voilà, tellement de chances entre les autres, pourquoi on n'a pas été ramassés. Parce qu'à la Courneuve, sans le vouloir, quand je me suis installée, je crois que j'étais la seule juive. Et les Allemands, il y avait énormément de tous les juifs de Paris et de la banlieue étaient marqués à la préfecture. Et alors là-bas, ils ne ramassaient pas des unités, mettaient tout de suite des enfants ou des adultes en masse et envoyaient dans les trains de bestiaux droit en Allemagne. Alors, au début même, quand il y a tout de suite des trains, alors on les déposait à Drancy. À Drancy, après, oui. À Drancy. comment vous dites? Drancy. Drancy, mais Pithiviers, Bonne-la-Rolande, ça c'était au début. Après, c'était Drancy. Non mais maman, Non, mais c'est pas ça. qui est-ce qui t'a fait connaître Madame Fleury? C'était une cliente, mais en même temps, Non. tu m'as dit que le curé te l'avait Alors, fait connaître, le curé non, de la non, Courneuve. J'avais je soignais le curé de la Courneuve, lui, et puis il y avait une gouvernante, etc. Et puis on était en très bons termes. Et Hélène, à quel point Hélène savait tout à ce moment-là, et elle n'a jamais rien dit. Elle se défendait contre les... Elle était plus compliquée que le curé attendait son tour dans la salle d'attente. Elle s'asseyait sur son genou et puis elle cherchait. Qu'est-ce que tu cherches? Elle cherchait le tampon, le truc juif, L'étoile. l'étoile. Mais elle n'a jamais dit ce qu'elle cherchait, mais elle cherchait. Bon, alors le curé il savait donc de quoi il s'agit, il m'a jamais rien dit. Et le curé, il m'a proposé, c'était dès le début, il a dit, Madame, si ça peut vous faire service pour que vous soyez plus sûr, pour ne pas avoir des ennuis de la part des gens, des voisins, etc., je peux venir même sans il a dit ses soins terminés, je peux continuer à venir chez vous, vous rendre visite, attendre un peu dans le salon d'attente pour que les autres qui viennent, ma présence était rassurante pour les autres. Alors, donc, il venait, quand il y avait un moment où quand on a alors, je ne peux pas sauter avec le curé,
parce qu'entre-temps, on a commencé en zone libre. On n'était plus en sécurité en zone libre non plus. Ça, c'était trop tôt. En zone libre, non. Attends, je Madame peux t'arrêter Fleury, une Madame seconde. Tu m'as confié à Madame Fleury, on reprend, qui était une amie du curé. Tu m'as raconté que c'était une dame qui était un petit peu, qui travaillait dans la collaboration, mais qui n'était Non, pas cette méchante. dame-là, non. Elle n'avait rien de commun avec le curé. Elle se soignait chez mon mari. Et je suis une brave femme, mais comme je savais qu'elle est très croyante et pratiquante, je me posais la question, est-ce que je peux lui dire directement, je suis juive et ma fille, je vais la laisser passer en zone libre, est-ce que vous êtes... Elle aurait pu aussi bien me dénoncer. Alors j'ai dit, je n'ai pas autre chose à faire. Je ne peux pas l'envoyer par les passeurs parce elle risque un très gros coup et puis elle aurait pleuré, elle aurait eu peur. Alors à elle, je lui ai raconté que cette dame vient chez moi, c'est une tante à elle, et que dans quelques jours, elle doit partir. Et alors, si elle veut bien partir avec elle, comme ça, elle l'amènera chez sa grand-mère, qui se trouvait à ce moment-là déjà dans la ferme qu'ils ont loué mes frères. Alors, elle est partie très joyeuse, au contraire, d'une part, elle est habituée à ma mère, et puis elle a rencontré, elle est partie, elle m'a embrassée, sans larmes, sans rien, sans pleurs, et ils sont partis. Et alors, quand, au bout de quelques jours... Je vais te demander quelque chose. On devait arriver dans quelle ville alors? Tu dis, c'était à Châlons, alors on prenait à la gare de Lyon, et on devait arriver dans quelle ville? Et elle devait arriver à... Chalon-sur-Saône. Hein? Chalon. À J'ai Chalon, traversé la zone, c'est tout. en zone libre. C'était- Et de la zone libre... La zone était là. Alors, attends voir. Dans la zone libre, je dis que vous enverrez un télégramme à mes frères et puis qu'ils viennent, que vous avez chez vous ma petite fille et qu'ils viennent la chercher. Ça s'est passé comme ça, sans problème. D'une part, aussitôt dans les trains, Madame, comment elle s'appelle? Fleury. Madame Fleury, oui, merci madame, merci ma tante, non ma tante, etc. Jusqu'au moment où il y avait le contrôle des militaires. Alors, à ce moment-là, elle se taisait, elle ne posait pas de questions. Et quand partis, se sont passés, elle n'avait pas besoin des papiers, les autres ont montré qu'ils sont en règle. Aussitôt, elle se remit, elle dit, bon, oui, ma tante, non, ma tante, etc. C'était Madame Fleury qui me l'a raconté. Elle dit, mais vous savez, c'est un numéro, votre fille. Parce qu'elle s'est défendue, elle savait qu'il y a danger, et dès qu'elle les a vus, et j'étais madame, et j'étais pas là. Tu te souviens de ça, maman? Tu te rappelles ça? Écoute, je me souviens, je vais peut-être rajouter très rapidement. D'abord, je me souviens un peu, vaguement, comme des ombres chinoises. Alors, je me souviens d'une chose qui a été racontée, c'était que, j'ai une version un petit peu différente de maman. Bon, la vérité, je ne sais pas très bien, mais enfin, la version, c'était que maman connaissait cette Madame Fleury sans plus, et qu'elle était désolée parce que la belle-mère d'une de ses meilleures amies partait en zone libre, et maman s'était d'abord adressée à la belle-mère d'une de ses meilleures amies, qui était Mado, et maman, cette belle-mère s'appelait Maman oui, Ya, Madame, et elle avait dit, puisque vous partez avec Annie en zone libre, prenez également ma fille. Donc elle partait avec Annie. Oui. déjà. Alors la grand-mère a refusé d'aller avec 2 enfants, alors que c'était la mère de la belle-mère de son amie. Alors Madame Latreille, c'était Mado, Adanya. Eh bien écoutez, puisque vous ne voulez pas aller avec 2 enfants, eh bien vous irez avec Hélène à la place d'Annie, et Annie n'aura pas de vacances cet été. Alors la belle-mère a dit, si ma petite fille ne doit pas avoir de vacances cet été, je préfère ne pas aller dans le Jura, puisque c'était là. Et donc maman était désespérée, n'a pas réussi à influencer sa belle-mère pour
pas du tout décidée à, disons, faire de la résistance, hein. Même elle ne voulait pas, bien qu'elle nous connaissait très bien. Et donc, c'est dans ces conditions que le curé en question de la Courneuve aurait dit à maman, j'ai une de mes paroissiennes qui fricote avec les Allemands, mais qui n'est pas méchante du tout. C'est idéal pour faire passer votre petite fille. C'est une brave femme. Elle admire les Allemands parce que, comme ça, ils aiment l'ordre et l'organisation. Mais en fait, elle ne ferait pas de mal à un enfant. Je le sais, sous le sceau de la confession. Vous la connaissez et vous pouvez aller la voir de ma part. Je vous assure qu'elle ne pourra pas être en meilleure main. Donc j'ai un souvenir effectivement d'un voyage avec une dame très gentille, avec un grand plaisir à l'idée d'aller revoir ma grand-mère. J'ai un souvenir du train avec des Allemands. Je savais que c'était des Allemands, je savais qu'ils étaient dangereux, je savais qu'ils n'étaient pas ma tante. Je l'appelais Tata Fleury. Oui, Tata Fleury, non Tata Fleury. Et ensuite, dès qu'on a passé la zone libre, etc., je lui ai dit Madame. Alors ça, j'ai le souvenir, elle m'a dit mais ma chérie, pourquoi tu m'appelles Madame? Je dis parce que tu n'es pas ma tata. Bon, et j'ai un souvenir, deuxième souvenir, c'est je suis chez eux, arrivée dans je ne sais pas quelle ville, et on me dit tu attends ton oncle, c'était Octave, hein, tu attends ton oncle, il va venir te chercher, et il va t'emmener chez ta grand-mère, et j'ai un vague souvenir d'Octave arrivant, et me disant tu vas aller dans un endroit très joli en Dordogne, tu verras, on a plein d'oies et de dindons qu'on a achetés à Toulouse. Hein, c'était ça, non Mathieu? Enfin, qu'on a achetés dans la région, et je ne sais pas où vous les aviez achetés? On a commencé tout simplement par une poule. Ah bon, enfin à l'époque, quand je suis arrivée, il m'avait dit il y aura des oies et des dindons. Vera, c'est très, très beau. Et donc j'ai remercié ces gens-là et je suis partie. Enfin, j'ai remercié aussi, je leur dire au revoir. Maintenant, je n'ai pas de souvenir de mon arrivée à Béringot. J'ai seulement le souvenir d'y vivre après. Je n'ai pas le souvenir de l'arrivée. C'est des gens que vous avez, dont vous avez gardé contact après? Ok. Alors, Disparu. la preuve qu'Hélène savait tout dès le début, et que les Juifs sont en danger, elle ne savait pas pourquoi, Juifs ou pas Juifs, mais que nous sommes en danger, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un quand même qui a dû me dénoncer, et j'ai reçu un coup de téléphone de la préfecture de me présenter. Alors, quand je me suis présentée, je suis allée avec mon mari, il était là. C'était alors avant je ne me rappelle plus à quelle époque. Et je suis allée à la préfecture avec lui. Non, je suis pas. Oui. Alors j'ai sorti, je me dis, à la Courneuve, je me promenais sans étoile jaune, et sans papier, j'étais en sécurité. Je me sentais chez moi comme tout le monde. Et française, naturalisée, juif, pas juif, ça ne m'intéressait pas. Tout le monde m'aimait beaucoup parce qu'ils se soignaient, parce que etc. etc. Alors, pour aller à la préfecture, j'ai sorti la veste avec l'étoile juive et puis je l'ai mis sur moi parce qu'il fallait que je me présente à la préfecture comme quoi je suis juive. Alors quand j'ai pris cette veste, elle m'a vu avec cette étoile, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu mets? C'est pas ta veste ?» J'ai dit, comment c'est pas ma veste? Mais si, c'est ma veste. Mais non, elle dit, c'est ta mémé, sa veste. Alors c'est là, elle n'a jamais prononcé qu'elle a peur, qu'elle sait qu'il y a danger, mais elle, dans son fort intérieur, vous voyez, elle savait tout, mais elle ne parlait pas. Ça, alors, vraiment, ça l'a sauvée et ça nous a sauvés tous, parce que quand aux enfants, ils sont innocents, ils disent n'importe quoi. Elle savait beaucoup de choses et elle savait que c'est dangereux. Bon, même il y avait une chose que quand Annie avait, elle avait 9 ans, je crois, à ce moment-là, je ne sais plus, qu'elle a passé ce bar mitzvah, comment ça s'appelle? 9 ans, c'était 10-11 ans, là, c'était la première communion. Oui. Alors, plus tard, oui, son amie, la fille de Madame Latreille, a fait la communion de sa fille.
avec la robe blanche, avec, etc. Et quand elle m'a vu là, habillée comme ça, elle le savait pourtant, parce que différents exemples me prouvaient qu'il ne faut pas parler des Juifs. D'ailleurs, jamais en sa présence on parlait de ça, pour qu'elle ne sache pas pourquoi nous sommes là. Bon. Alors, elle a demandé à Annie, tiens, elle veut m'habiller comme toi. Et tu te rappelles, on a fait une photo avec les trucs. Alors, est-ce que c'était parce que pour avoir une photo qui pouvait dans l'avenir lui servir l'être utile au point de vue de la religion? En tout cas, elle l'a gardé pendant un certain temps. Et bon, une fois arrivée en zone libre, moi, je suis restée seule. J'ai dit maintenant, elle était en sécurité, mon frère l'a amenée, elle était bien sécurisée par sa grand-mère. Et moi, j'ai dit maintenant, à mon tour. Et maintenant, je suis seule. À n'importe quel moment, comme je n'ai plus le droit de travailler, et on Je vais va te me poser une chercher. question. Tu n'avais plus le droit de travailler, mais tu travaillais quand même. Non, j'ai décidé tout de suite de partir. Alors Ah j'ai bon. dit à partir Tu de veux ce dire tout de moment-là. suite après que je suis partie? Oui, après Bon. que tu es parti. Alors quand j'ai vu que je suis libre, je suis toute seule, Je vais encore te demander quelque chose. Comment tu as su que j'étais arrivée, puisqu'il n'y avait pas de communication? parce que Madame Fleury est quand revenue. elle est rentrée, elle est venue me voir. Mais elle est revenue longtemps plus tard? Combien de temps plus tard? Elle est à son retour, je ne me rappelle pas, elle est venue, elle m'a raconté comme ça c'est très bien passé, et c'est elle qui m'a raconté que tu l'as appelé ma tante, etc. Est-ce qu'on peut te demander quand est-ce que je suis partie? En 1942? 42, c'était Veldiv alors. Après le Veldiv ou avant? C'était avant le Après, Veldiv. après. Pendant la veille de Veldiv, j'ai reçu en pleine nuit un coup de téléphone de Madame la Pelletier. mère d'une amie d'Ava. Madame Pelletier. Oui, Madame, comment je sais plus. Pelletier. Pelletier, c'est ça. Elle était directrice de toutes les écoles des petits-enfants. Oui. Elle m'a téléphoné en pleine nuit. Écoutez, j'ai reçu l'ordre de libérer toutes les classes et toutes les écoles pour pouvoir garder en attendant qu'on les ramasse tous les juifs de la région. Alors elle m'a prévenu, elle dit mais maintenant c'est le moment de Tishlka. Alors j'ai dit immédiatement, j'ai téléphoné à Annie qui était très dévouée, Gaston, etc. Et j'ai dit voilà ce qui nous arrive. Il est venu en pleine nuit en bicyclette. Et puis alors il nous a amenés chez eux, aussi bien moi qu'Hélène. Ah, juste un petit moment. Il faut que tu dises que Gaston et tous les amis qui étaient là, c'était des Français qui étaient là et qui vous aidaient, des amis personnels qui vous aidaient et qui m'ont caché pendant quelques mois Justement. au moment de l'appel d'Yves, un peu C'est avant, un ça. peu après, mais Pendant 15 jours, oui, il fallait, je ne me rappelle pas de quelle façon on est parti, mais le lendemain, j'ai disparu de mon cabinet avec Hélène. Mais les volets étaient fermés et nous étions cachés dans l'appartement chez eux et personne ne savait ce que nous sommes devenus. je peux t'interrompre un instant? On m'a demandé les souvenirs que j'ai là. Souvenir où j'étais dans une maison avec un grand bassin et des poissons Oui. rouges et tout ça, et je me disais si je sors du jardin, peut-être qu'on me l'avait dit, je ne sais pas, si je sors du jardin, j'étais dans une maison, 3 ou 4 maisons plus loin que là où on habitait, si je sors du jardin, je suis morte. Or en fait, on était dans le voisinage, on était 3-4 maisons par rapport à l'endroit où j'habitais, genre au bout de la rue. Ouais, ça, On je ne sais continue. pas au courant. Bref, en tout cas, on était en sécurité. Je savais, nous ont gardés pendant 15 jours. Et sauf Madame Lattré, personne ne savait où nous sommes.
de façon que je pouvais savoir ce qui se passait ailleurs, etc. Et pendant ce temps-là, au bout de 15 jours, où les transferts de tous les enfants étaient déjà partis en Allemagne, je suis rentrée pour continuer à travailler. J'ai ouvert mes volets, et puis le lendemain, mon petit curé qui est venu me voir et qui m'a dit, vous savez madame, quand j'ai vu vos volets fermés, j'ai fait la prière tous les jours que rien ne vous arrive. J'étais tellement touchée que j'ai failli l'embrasser, tellement j'étais touchée. Bon, ça, comme c'était un curé, je ne pouvais pas le faire. Si, mais vous ne saviez pas qu'il me si, ça lui aurait fait plaisir d'ailleurs. Alors attends maman, Embrasser maintenant, sur la on joue, voudrait ça que tu nous racontes, tu veux voir un petit peu et tu vas nous raconter ton évasion à toi. Attends, je vais faire. Oui, toi tu es parti en zone libre aussi, là, parce que pour le moment tu es toujours là, tu es toujours... Alors j'avais... C'était combien de temps après Mémé Salah que maman est partie? Non. Après Veldiv. Non. C'était combien de temps après Mémé Salah quelques que maman est partie? Oh, ça s'est passé 5 ans après. Avant. à peu près. Combien de temps? quelques mois. Quelques mois. Oui. Quelques mois. N'oubliez pas qu'une chose. Nous sommes partis de Nancy vers le 24 mai, quand on a ramassé un jeu des Juifs. Vous étiez... on vous a prévenu. Octave, non, regarde. Octave était avant tout, il était déjà sur place. Bon, Non, Parce qu'il était Octave militaire. était démobilisé là-bas. mais attends. C'est ce que je t'ai dit, il était sur place. Parce qu'il a loué là-bas, il s'occupait, il était dans l'armée. Bon. Alors moi j'ai quitté, en somme, à partir de mai, j'ai quitté le 1er pour aller rejoindre là-bas, pour mettre le truc en proportion. En friche, il n'y avait rien du tout là-bas. Il n'y avait ni immeuble, ni quoi, ni caisse, pour aller installer pour que vous puissiez, que tout le monde puisse venir. Mais oui, Donc il fallait c'était tout. au mois donc j'étais là-bas à peu près vers fin mai. Fin mai J'avais- 42, En quelle En année 42. 40, Fin mai c'est ça. 42. 42. Ça a commencé, alors le temps que vous veniez, ça durait au moins 1 ou 2 mois avant que vous veniez. Pourquoi? Parce que j'avais toute l'installation à faire. Enfin, un tas de trucs comme ça qu'il n'y avait pas. Et tout doucement, ça commençait à arriver. Il y avait maman, puis après Octave avec la petite, puis entre-temps, quand même, Oui, madame. il fallait préparer pour pouvoir vivre. Pour Moi, j'ai traversé la Ça nuit, là, le prenait truc temps. en toi tu as bas. traversé la Saône alors, Bien sûr, en barque d'ailleurs, Michel avec sa mère, la même chose. avec un passeur. Ben, bien sûr, on est tous avec ma soeur. On a resté Il toute la était journée. encore... Non, On seulement la parle journée. d'une la- petite barque comme ça, Non, un non, canoë. lui, Non, une petite barque ordinaire. Une barque Des pêcheurs. de pêcheurs. Il était non seulement... On a dans caché, la- on est resté dans les champs Et pendant alors- toute la Et journée. alors les Allemands stationnent... Oui, Mais justement, attends, les Allemands, non seulement qu'il était en zone occupée, mais en Alsace, dans la Lorraine, on n'avait pas les On était en on zone n'avait rouge. pas les nous. droits, il fallait les papiers. On était pour une zone porter. rouge, nous, c'était En pas zone, ça. oui. Alors, il a été prévenu à On a resté temps, toute il y la avait journée des dans les parcelles champs. en erreur. attends, tiens, le second. On est resté toute la journée dans les champs oui. où on ne nous voyait pas. Et la nuit seulement, on sortait. En attendant, les Allemands sont passés avec des chiens. On a eu ça pour Yven, qui nous autres, les chiens, Mais nous c'est a ça, pas les reniflé. passeurs, Et une c'est fois ça, quand ils sont pour- passés, tout Des doucement dans l'eau, passeurs, il y a un barque à traverser. Il faut traverser l'autre côté. Il y a quelque chose que je voudrais vous demander. Les Allemands, ils savaient quand même qu'il y avait des gens qui passaient pendant Bien la sûr. nuit. Alors, Là, ils ne savent, je pense pas. Je ne connais Non, pas non, justement non. s'ils le savaient. parce que Il ça est paraît pas tout le monde le difficile savait. d'imaginer que... Pas tout le monde. Attends, il ne faut pas mélanger les Allemands, les nazis, la commandanture. Oui, S'il y avait des soldats, oui, parmi les soldats, il y avait des pauvres mecs qui étaient sous l'uniforme oui. et comme il n'y avait pas grand-chose à foutre. Donc on pouvait ou le savoir ou ne pas le savoir. C'est ceux qui avaient des ordres. Donc quand ils avaient des ordres, les gens de la commandanture, les nazis, c'était pour trouver du juif. Alors là, il savait où trouver. alors où ils Mais savaient qu'est-ce où qu'on trouver, faisait, où nous ils allaient avec des chiens, avec ce qu'il fallait pour trouver, c'était des chercheurs de juifs. Mais les soldats allemands, dans le tas, il y en avait qui étaient nasillons, et d'autres qui ne l'étaient pas. Alors s'ils le savaient, puis qu'ils en rencontraient, qu'ils étaient tout seuls, ils n'en avaient rien à foutre, ils se faisaient chier dans la guerre. Les gens qui habitaient à côté savaient à quel moment ils
passait la ronde, il y a des heures fixes. Mais bien Alors, sûr. quand les passeurs avaient jeté On attendait que en les gens garde, passent. oui, on attendait que la garde passe. Et à ce moment-là, on passait en zone libre. De l'autre, qu'est-ce que c'est zone libre? Il fallait passer un pont. Et de l'autre Rivière. le pont, c'était la France libre, qui s'est transformée après Pas libre, maintenant en occupé. France occupée pour les juifs aussi. Alors là, on ramassait des noms juifs, des noms français et des français. Et Madame Chose, là, Simone Veil, fait prendre On cherchait les tout, on cherchait les communistes, on cherchait tout le monde. les CFIO, un tas de gens comme ça, Là, on mais principalement ramassait les tout le juifs. temps, tout le monde. Alors là, moi, en ce qui me concerne, j'ai donc préparé, j'ai dit j'attends un moment où de quelle façon je pourrais partir. Et j'avais toujours la carte d'identité de fausse sur moi. Et puis un jour, j'ai repris le travail, et je travaillais normalement. Et un jour, qu'est-ce que j'avais peur? C'est en soirée, à fin de journée, où j'étais en train de finir à travailler, on frappe, il y a un policier qui rentre. Alors, inutile de vous dire, ça y est, je n'avais plus personne, elle est déjà partie, et moi j'étais tout seul. Alors je vois un flic qui vient me voir. J'ai dit, bon, alors, j'étais dans un pavillon, je me suis dit, s'ils arrivent ou quoi que ce soit, je saute par la fenêtre, je ne sais pas quoi, mais il faut un moyen d'échapper, je n'ai pas le droit de me faire prendre. Et j'ai toujours trouvé, en me basant sur les différents ce que j'avais précédemment, j'ai dit, cette fois-ci, il faut que tout se passe bien. Et il faut que j'y arrive. Et cette volonté, c'était au moment de tous les dangers que j'ai pu échapper, sont devenus presque une croyance, vous voyez, une foi, où j'ai dit, rien ne peut m'arriver. Et rien ne m'est arrivé. Bon. Alors j'ai dit, quand on veut, on peut, mais il fallait mettre évidemment beaucoup de courage et bon moral, et ça allait. Là, quand il est venu, ce monsieur qui est venu le soir, je dis, mais cette fois-ci, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Alors je lui dis, vous désirez, monsieur? Alors il me dit, je suis venu chercher la prothèse de ma femme qui voudrait laisser pour le réparer. Je me suis mis à rire. J'ai dit, mais écoutez, par les temps qui courent, quand on porte l'uniforme, on ne vient pas comme ça à l'improviste parce que vous faites peur. Là, c'était. Alors tu l'as engueulé le flic? Hein? Tu l'as engueulé le flic? T'étais culotté quand L'embrasser. même. Hein. On n'a pas idée de venir en uniforme. Ah, je lui ai dit parce qu'il est venu pour chercher la prothèse de sa femme. Alors cela, je lui ai dit, vous m'avez fait peur. Mais il m'a pas. Je comprends bien. On voudrait que tu racontes comment tu es passé en zone libre. Oui, alors en zone libre, c'était simple comme tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'y avait peur. J'avais ma pièce d'identité normale. Il n'y avait pas avec sans cachet. Avec des faux papiers. Des faux papiers, d'être Des vrais faux Des papiers. vrais c'est faux pas- papiers. Où est-ce que tu les avais eus, les vrais faux Et papiers? alors, notre ami, Qui c'est qui t'avait fait des faux papiers? mais c'était Gaston Derbès. Derbès. Alors, C'est il est c'est le venu même avec- qui a fait des faux papiers pour maman, pour... Moi, je n'avais pas de faux Elle papiers. n'avait Ah non, pas pour, besoin, elle n'avait pas besoin des papiers. Être jeune, 4 ans. Ah oui, c'est... Et c'est ça. l'ami, C'est comme ça qu'on a pu être caché. l'ami qui s'est fait prendre. C'est quoi cette Ah histoire? oui, l'ami à qui il est venu me chercher, qui est un bon passeur, quand j'ai refusé que je ne suis pas seule, il l'a amené à la gare, il l'a dénoncé. Et elle s'est fait prendre immédiatement. Et Paris, on n'a Qui jamais pu c'est sa entendu meilleure parler amie? d'elle. C'était Rose Brenner. Rose Brenner, une très très bonne amie à moi, qui est C'est d'habitude. pas d'elle que Modiano a écrit? Hein? C'est sur elle que Modiano a écrit. Rose Brenner? Ouais, oui, Qu'est-ce qu'il y a, Rose Brenner? si.
Il a écrit un livre sur une Rose Brenner. Dora Brenner. Brenner. Oui. Non, Rose Brenner est disparu Alors, au dis-moi, moment là. où il est arrivé Et à là. la gare. Les soldats, les Allemands l'ont Et tu devais aller avec elle? ramassé. Non, non, elle était seule. Et là, mais quand tu as devait aller traversé, à tu sa as dit, Ah oui, à sa place. tu as dit que tu as traversé la frontière jusqu'avec ta carte, mais tu avais une autorisation par la Gestapo? Bon, j'avais Ah oui. une carte, j'avais une pièce d'identité normale, comme Mais si avec j'étais la une pièce normale, on ne Française. pouvait pas passer, il fallait voir un laissez-passer. Et pour partir, pour aller en zone libre, Oui. j'avais besoin, on avait Allez, besoin c'est passé. une pièce d'identité. Et tout, écoute, mais c'est ce qui m'est Ouais. arrivé. Bon, toi, Alors- c'est ce que je te demande, c'est pour parce que Non, normalement, je te l'ai dit. il fallait les Je laisser te l'ai passer. dit. Peut-être La- que Gaston lui avait donné un laissez-passer. Alors c'est hein. pour ça que je Gaston demande. m'a donné, c'était pas un laissez-passer, c'était une fausse pièce Oui, d'identité. d'identité. Seulement, il n'y avait Alors il y pas avait de... écrit suffisait très, pas. très, très vous, et ton prénom c'était quoi? Oh, ça, le même, j'ai pas changé. Non. Moi Non, aussi, attends, hein. j'ai Moi de... aussi, Non, non, c'était pas C'est pas être là, être là. c'était sûrement autre Être là, chose. être là. Non, non, c'était pas être là. Sûrement Moi, il y je de avait- Véronique ou ça. Mais en tout cas, je suis allée à la gare, sûre de moi. J'ai une pièce Et de d'identité comme tous les Français goy ou pas goy. Et J'avais une carte d'identité Goy. une alors. carte de goy. Alors, Espèce de sale goy. Non, c'est courrier. C'était pour prendre les C'est l'autre. Le train. Courrier, c'est des tout ça. trains pour aller en zone libre, pour aller là à Bénac. Alors il a... Je vous dire, je n'entendais plus mon cœur battre tellement il battait fort. Mais il me regarde, il regarde la carte, passé. Une fois passé, j'étais déjà dans C'était le dans train. quelle ville ça? C'était à Paris, À la fond. à la gare Toujours à la de gare de Lyon. Ben, il y avait la police de la gare. Dans la gare de Lyon. Oui, Oui, c'est oui, ça. y avait la là-bas, police il y dans la avait gare. des militaires allemands, ils occupaient tout. Mm. Alors on ne pouvait pas, avec une truc là, on ne Et pouvait donc pas tu passer. es arrivé de la gare de Lyon. Tu es sûr que c'était pas la gare d'Austerlitz parce que Non, tu es allé non, à non. Bénac? Non, gare de Lyon. C'est à la passé- c'est pas on gare de traversait Lyon. Austerlitz. On traversait Après. Lyon et après on descendait Il y avait des trains, dans le sud-ouest. Voilà. Ah ben, On une fois faisait des que- changements une de fois Lyon. qu'ils m'ont laissé passer, c'était fini. Je suis C'est pour ça, arrivée à justement, parce Bénac, que il n'y avait plus Les de Allemands laissaient problème. passer On est sans venu- laisser passer. Ils sont venus me chercher et puis pour moi, aller dans l'enfer était... Et à partir du moment où j'étais arrivée à Bénac, la guerre était terminée pour moi. Il y avait, c'est-à-dire c'était en 1942, la guerre s'est terminée en 1945. Pendant les 3 ans, je ne savais plus que c'était des Allemands. Si, une fois, parce que nous avions dit là-bas, Or, à Notre-sur-Glane. chacun avait notre travail. Alors les hommes, il fallait ma mère qui gavait les oies, les lapins, etc., etc. Les hommes avaient Tu vois les lapins sur le fait mur. tous les travaux, tous les travaux. D'autres générations. Il faisait de l'huile, parce que c'était un pays du tabac, tenez, c'était un pays de tabac là-bas, dans les bois, je sais pas. Donc vous ne faisiez dans pas les les feuilles. métiers Hein? que vous n'exerciez pas le métier que vous faisiez à Paris. Fermier. Terminé. Hein, tu faisais pas dentiste. C'était le retour à la terre. C'était fini. J'étais une touriste. Alors, on est allé, d'ailleurs, oui, Pas quand touriste, je suis... c'était paysan, Déjà, eux, quand ils sont arrivés dans les villages, ils sont allés en Oui, Amérique c'était se paysan. déclarer. Les Là, ils travaux, se sont déclarés comme touristes qui partent, qui viennent pour visiter la Dordogne, etc. Ils le savaient très bien parce qu'il y avait 2 familles comme ça, et Il puis, y avait etc. 500 000 touristes. Ils n'étaient pas curieux de savoir qui nous sommes. Ils nous ont marqué À que l'époque, nous c'était- habitons à c'était Bénac. un À partir de ce bouleversement moment-là, la guerre était terminée. Je Fallait voudrais tout ce que tu t'interrompre. veux. J'ai été à l'école là-bas. Ah oui. À l'école Oui, là-bas. oui. Mon Je- douce, je- mon cher mon douce. doux Non. petit Jésus. Mon doux voilà. petit Jésus. Je disais aux élèves, aux maîtresses, à tout le monde qui me disaient, mais
qui vous êtes, je disais, on est des protestants. Je ne sais pas d'où j'avais tiré ça, mais je l'avais tiré de quelque part. Histoire de Je vais te protester. dire quand d'où est-ce que tu Donc, as elle Et, savait tu vas nous toujours, dire. mais Et après, les gens nous appelaient les Alsaciens. Vous, les Alsaciens. C'est pour ça qu'après, tu nous as mis à l'école alsacienne. Mais ça. jamais. C'est pour ça. Alors je te dirai d'où ça Alors vient. attends, c'est il y a ça. Mathieu qui va dire d'où viennent les Alsaciens. On a déjà parlé de On ça. en a déjà parlé, mais on voudrait recommencer parce que ça a été mal enregistré. Mhm. Hein? Donc à partir de quand, de où? Bah, tu es à la Courneuve et tu veux... Et je dois passer en zone libre. Et tu décides de passer en zone libre, toi, Mémé, ma grand-mère aussi, tu veux qu'elle Non, raconte? non. Si, Mais toi, elle est Mémé déjà Salah passée. et moi. Hein? Quand tu es seule à Paris, à la Courneuve, et que tu veux que ta mère et moi et toi, les uns et les autres, tu racontes dans quel cirque on est passé en zone libre. Ça, c'est déjà raconté. Non, mais on voudrait que tu recommences. Ah bon? Bon, ben c'était un moment donné. C'était en 92, non. En 40, 42. 42. En 42, oui. Ou alors, on a reçu un coup de téléphone d'une amie de Havre, une directrice d'école, de toutes les petites écoles à Paris. Alors, elle m'a téléphoné que la nuit même, à ce moment-là, probablement on est en train de ramasser les enfants des Juifs, des femmes et des enfants, pour la première fois. Je vais peut-être me mettre là-bas pour que tu regardes par là-bas plutôt. Vas-y, continue. Eda. Pose-lui des questions si tu veux, tout le monde pose des questions à Jaco. Oui, oui. Parce que comme ça, ton visage est plus si tu regardes par là. Parce que sans ça, il y a Alors il fallait, elle nous a prévenu qu'il ne faut pas rester chez soi parce qu'on risque de venir à ce moment-là, j'avais encore Hélène, ma mère n'était plus là. Je l'ai fait passer par un passeur dans un camion souterrain. Et il fallait payer le bonhomme, et puis mais elle a passé, tandis que quand je suis restée avec Hélène, et quand elle m'a téléphoné, j'ai dit envoyé avec un passeur, c'est une catastrophe, il faut que je puisse l'amener dans de bonnes conditions. Alors il y avait une de mes patientes que j'ai soignée, et je n'avais pas beaucoup de confiance de lui à ce moment-là, entre catholiques, juifs, etc. Elle était pilier de l'église. J'ai dit, il faut que je passe, parce que à ce moment, j'ai appris qu'elle passe en zone libre avec son mari, et la seule personne qui peut me l'amener directement sans passeur, parce qu'il y avait beaucoup de passeurs qui prenaient de l'argent chez les clients et qui les dénonçaient après. Ça d'ailleurs une amie à moi très, très chère qui a été ramassée comme ça. Alors je suis allée la voir, je lui ai dit, vous savez Madame Fleury, vous connaissez ma situation, j'avais peur. Elle dit oui, je sais de quoi il s'agit, je viens de prendre des nouvelles. Qu'on ramasse tous les enfants et actuellement je suis pressée d'envoyer ma fille en zone libre de chez mon frère. Est-ce que vous pouvez vous en charger? Elle était charmante. Quand on dit qu'il y a des Français qui étaient antisémites, elle n'a pas hésité de dire je demanderai à mon mari à quoi que ce soit. Elle m'a dit tout de suite, écoutez ici les enfants, je vais me renseigner à la commandature. Là, les enfants n'ont pas besoin de passeport. Et si elle n'a pas besoin de papier, nous partons tel et tel le jour, et vous n'avez qu'à l'amener, enfin le jour même. Alors, je dis à Hélène qu'il y a une tante à elle qu'elle ne connaît pas, mais par occasion, elle s'en va pour voir Mémé qui était déjà en zone libre. Et si elle veut bien, je vais l'amener à la gare. Elle a confié à la tante à elle qu'elle ne connaît pas. Bon, ben, elle savait ce qu'elle faisait parce qu'elle s'est toujours
Elle n'a jamais montré qu'elle a peur, mais elle avait peur, elle savait où est le danger. Que notre maison, les mots juifs n'étaient pas prononcés, mais elle voyait autour de quoi ça tourne, de telle façon que enfin je ne veux pas m'éloigner des détails, je suis allée la voir, je suis allée à la gare, j'ai emmené Hélène, et bon, ben, elle était très gentille. C'était quelle gare? À quelle gare? C'était à la gare de Lyon. Et bon, elle est allée voir ses enfants en zone libre. Alors elle est partie avec Hélène et puis elle lui a dit je vais t'emmener de chez voir ta grand-mère. Et Hélène était toute en confiance. Et quand ils sont partis, j'ai eu des nouvelles entre-temps. Quand j'ai pu avoir des nouvelles, je ne me rappelle pas si on avait le droit de téléphoner, se mettre en relation avec la zone libre à cette époque-là. On n'avait aucun droit à rien. On n'avait pas le droit d'aller au cinéma, on n'avait pas le droit de téléphoner en lieu public, on avait le droit de... Tu veux dire les Juifs n'avaient pas le droit? Les Juifs, bien sûr. Mais toi, tu portais l'étoile jaune à ce moment-là? Hein? Tu portais l'étoile jaune à ce moment-là? À la Courneuve, j'ai enlevé ma veste sur laquelle il y avait l'étoile jaune, je l'ai mis dans un coin d'une armoire, mais Hélène l'a vu, Et puis un jour, j'ai été convoquée pendant qu'elle était encore là, inconsciente de ce qui se passe, et j'ai reçu un appel de me présenter à la préfecture de Paris. Alors, mon mari m'a accompagnée et j'ai pris ma veste pour aller à la préfecture. Il fallait que je mette la veste avec l'étoile jaune. Et quand Hélène m'a vue avec cette étoile, elle me dit mais qu'est-ce que tu... Mais elle nettoie cette veste. J'ai dit comment elle n'est pas à moi? Mais non, elle est à m'aimer. J'ai compris, je n'ai pas insisté. Et puis, bon, je suis partie à la préfecture, tout s'est bien passé. Il y a probablement quelqu'un qui m'a demandé que je ne me suis pas déclarée juive. Je ne vois pas d'autre raison parce qu'à la Courneuve, les premiers 8 jours, quand les lois ont été déclarées pour les juifs qui n'ont aucun droit de faire quoi que ce soit, j'ai décidé d'apporter l'étoile. Il y avait les premiers 8 jours, il y avait la voisine où nous habitions, qui était propriétaire de la villa où j'habitais, qui s'est occupée de faire nos courses, etc. Au bout de 8 jours, j'ai dit j'en ai marre, les gens me connaissent, personne ne m'en veut. J'ai enlevé cette veste, je l'ai mis de côté, et puis je n'ai jamais mis à la Courneuve l'étoile jaune. Et personne oui, il y avait le curé de la Courneuve qui est venu me voir et qui savait, n'est-ce pas, que évidemment, comme tous les temps d'autres juifs, il savait, on n'en a jamais parlé aux juifs ou pas juifs. Mais il m'a dit, madame, il s'est soigné chez moi à l'époque, d'ailleurs tous les gens de chez lui, et alors il m'a dit, écoutez madame, si ma présence ici, chez vous, ou dans votre cabinet, pouvait vous être utile pour que les clients ne vous abandonnent pas, je viendrai avec plaisir d'être... Alors là, j'étais tellement heureuse d'entendre de la part d'un prêtre à la Courneuve, de façon que je me sentais très protégée, et puis je n'avais pas peur, je vivais comme tous les gens, j'allais au marché, je faisais mes courses, et on allait même à Paris, parce que j'étais à Neuve, on allait à Paris pour voir des amis. Il y avait Suzanne Breuer qui était à ce moment-là à Montparnasse, elle vivait, où nous sommes partis la voir. On a passé une très bonne soirée, et à minuit, quand on est sorti,
on a vu, de loin, on a remarqué toute les Montparnasse, toute la rue occupée par une série de policiers. Alors maintenant, je dis, c'est probablement cette fois-ci que c'est fini, avec l'étoile juive dessus. J'ai dit, mais de toute façon, si on fait demi-tour, il court après, Ouais. alors il faut foncer. Je me suis avancée avec mon mari, alors ils nous ont arrêtés, ils ont dit vos papiers, s'il vous plaît. On n'était pas fiers à ce moment-là. Alors là, je voyais que le pire va cette fois-ci arriver. On va sortir avec les choses juives. Et puis, ils m'ont regardé, et puis ils ont dit, c'est pas vous que nous cherchons. C'était des miracles. Regardez, un curé qui vient pour me protéger, et deuxième, les hommes de police qui me disent, je ne vous cherche pas, j'ai dit, il n'y a pas de sang-froid. Attention, maman, c'était un curé français, c'était pas un curé polonais. Ah non, c'était pas un curé C'est une grosse polonais. différence. Les Polonais, je n'ai jamais... Enfin, l'Église n'a les pas été Polonais, très courageuse c'était- en France pendant la guerre. Les curés polonais, c'était d'ailleurs, c'est par là aussi, à l'époque, pendant la guerre des 14 jésuites, les Polonais, les curés polonais, c'était ceux qui faisaient la propagande contre les Juifs. À chaque messe, on disait, leur discours, c'était comment les Juifs sont dangereux dans tous les domaines, etc. Et c'est là que la Pologne, c'est un pays très catholique et croyant. Alors, évidemment, l'antisémitisme, c'est du coup, la Pologne a été à la chute de l'Autriche déclarée, la Pologne était libérée. Dès que les Polonais sont arrivés, j'étais au lycée qui est polonais, mais dirigé par les Autrichiens. On nous a pas, des Autrichiens ne faisaient pas de différence entre juifs et non-juifs, de façon que quand les Polonais sont arrivés, la première des choses que c'était au lycée, c'était un lycée mixte, des filles, mais des catholiques et des juives. Et ils ont donné, il y a un lycée s'est ouvert immédiatement par une bonne sœur, et on leur a déclaré que toutes les élèves catholiques peuvent être acceptés dans le nouveau lycée qui est. Et d'un seul coup, nous nous sommes trouvés entre nous, entre les Juifs, pas plus ou moins malheureux parce qu'entre les élèves, il n'y en avait pas d'antisémitisme, mais il ne manquait pas, comme on n'aimait pas on savait qu'il y a dans tous les domaines, on n'aime pas les Juifs, on était content de continuer nos études sous le régime autrichien qui était plutôt sympathique et gentil avec nous. Donc j'en garde un très bon souvenir des Autrichiens, d'autant plus que quand mon père, il y a longtemps, a été renvoyé comme prisonnier en Russie, était renvoyé malade et donc on l'a renvoyé avant la fin de la guerre. On l'a amené directement, il était 100% malade. On l'a envoyé à l'hôpital d'abord chez nous dans la ville à Przemyśl. Et de là, on l'a envoyé, c'est les militaires qui l'ont envoyé à l'hôpital de Vienne pour le soigner. Naturellement, il n'y avait plus rien à faire et puis il est mort à Cracovie à la fin des comptes. Bref, la guerre a continué à partir du moment où nous sommes partis en zone libre, où Hélène, quand Hélène a
été la dame qui s'est chargée d'Hélène, a téléphoné à Mathieu et à Octave en disant qu'ils viennent la chercher, qu'elle est bien arrivée. Ils l'ont. Et quand elle est rentrée de là, elle m'a donné des nouvelles, comment tout s'est bien passé. Elle s'est conduite comme une grande fille. Elle continuait toujours à l'appeler ma tante. Et quand les contrôles en uniforme allemand ont passé, ben, elle ne disait plus rien. Et puis elle n'arrêtait pas. Oui, madame, etc. De façon qu'ils sont passés sans problème. Mais elle savait, elle connaissait. C'est là où je me suis rendu compte pour la première fois. D'abord, quand elle m'a vu sortir avec cette étoile juive, et après l'attitude qu'elle avait en passant, j'ai vu qu'elle a toujours vécu dans une certaine peur et qu'il la guettait sans savoir pour quelle raison. Bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé après? Une fois en zone libre, Et toi, comment tu as rejoint la zone libre? Je suis restée toute seule, alors j'ai dit maintenant il faut que j'essaie de vous. D'une part, j'ai reçu la réponse de Vichy que je n'ai pas le droit de continuer à exercer ma profession, étant donné que je suis d'origine juive, malgré que dans la lettre je l'ai réécrit. Mon mari, nous sommes français. Mon mari est prisonnier, il n'était pas encore prisonnier à ce moment-là, mais qu'il fait la guerre. J'ai reçu la lettre que je n'ai plus le droit de continuer à exercer ma profession. Alors j'ai dit maintenant il faut penser à moi, parce qu'ils viendront me chercher cette fois-ci. Alors comme pour moi je ne pouvais rien faire tant que je n'ai pas mis en sécurité ma mère et puis mon enfant. Mais moi j'ai une question. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des juifs qui étaient déportés à cette époque-là? Ben, bien sûr, on déportait les juifs d'abord. Mais c'était connu. Nous avons vécu dès les commencements. D'abord, ils ont commencé à ramasser des juifs étrangers. Et après, c'était que des hommes. Et après, c'était les étrangers, c'était des Français. Mais ils les faisaient par surprise, on ne savait pas. Nous c'était connu, quoi. Personnellement, nous n'étions à la Courneuve, on n'était pas en danger autant que les Juifs à Paris. Parce qu'à Paris, à la Courneuve, je crois que j'étais la seule juive qui était là. C'était une petite banlieue. Et tout le monde me connaissait, tous les gens qui se soignaient chez moi, personne ne me cherchait pas dans la tête, et puis ça allait comme si on ne le savait pas, et puis tout s'est passé comme une lettre à la poste. Mais quand j'ai reçu officiellement la lettre que je n'ai pas le droit d'exercer, j'ai dit maintenant, alors j'avais des amis très dévoués qui m'ont procuré des papiers, une fausse pièce d'identité. Qui est-ce qui t'avait donné les faux papiers? Un de nos amis qui nous ont gardés pendant 15 jours. Quand il y avait l'ordre de ramasser les enfants, alors à ce moment-là, les amis, il y avait Gaston, qui, je ne sais pas si tu as, d'Herbez, et puis c'est son ami, et puis mon ami, et ils sont venus nous chercher, et puis alors ils ont mis Gaston en bicyclette pour ramasser Hélène, et nous sommes restés chez eux pendant 15 jours pour que ça se calme. Alors le cabinet était fermé, les volets étaient fermés, et c'est au bout de 15 jours, et puis à ce moment-là, j'ai renvoyé Hélène et j'ai dit à cette fois-ci, à mon tour de partir. Alors là, comme je savais qu'entre-temps, je ne sais pas si tu as vu la photo là où nous avons habité, pour nous la guerre
pour nous personnellement, qui ont passé la guerre, la ligne de démarcation, c'était fini. Dans les villes, les juifs français étaient, même en zone libre, les juifs français étaient ramassés. Et comment tu tapes ta carte d'identité? J'ai changé très peu, c'était au lieu de Trivous, on a fait Trevaux. Trévoux, hein. Et il y a Et le prénom, c'était Oh, c'est resté. Eda. Non, Etla. Etla. Etla, c'était un nom sans religion. Ouais. Bon, alors, c'était pas dangereux. Bon, alors donc, quand nous étions donc en défaite, que nous avons une fois en zone libre, nous Octave avec Mathieu, on louait, ils étaient tous les deux démobilisés en zone libre, en Dordogne, et ils ont loué une grande ferme dans un endroit complètement isolé de tout ce qui est des gens, des civils. Personne ne savait qui nous sommes. Il y avait là Mathieu avec sa famille et Michel avec ses enfants, Jacques est encore là. Non, Jacques n'était pas encore là, mais c'est il est né là, en Dordogne. Alors nous sommes donc Mathieu. Mais toi, pour aller en zone libre, c'était compliqué ou c'était pas compliqué? Pour aller en zone libre, il n'y avait pas de problème. J'avais une fausse pièce d'identité. Je suis allée à la gare de Lyon. Une autre amie m'a accompagnée parce que j'étais seule. Je mourais de peur. Ben. Mais je me sentais quand même protégée, pas comme c'était des catholiques non pratiquants, mais qui nous ont gardés chez eux avec ma mère et avec Hélène pendant 15 jours. Et quand le danger est passé, bon, à ce moment-là, nous avons repris la maison. J'ai fait partir Hélène, et puis quand j'ai préparé mon départ personnel, avec ma carte d'identité, à la gare de Lyon, on m'a demandé des papiers. J'ai monté ma fausse pièce d'identité et j'ai regardé la photo, ils m'ont regardé, ils m'ont laissé passer. Et une fois passé, il n'y avait plus de contrôle. Je suis arrivée et comme c'était, parce que dans des grandes villes, quand même en zone libre, et après, on ramassait des juifs aussi, des Français aussi. Mais comme nous sommes mis à l'écart de tout ce qui est population, quelle qu'elle soit, on a vécu parmi les paysans avec lesquels nous avons vécu en très bonne intelligence. On se rendait des services les uns aux autres. Et puis personne ne cherchait, personne ne savait, on nous a demandé, même les secrétaires en Amérique, quand on est arrivé, on est venu, on a dit qu'on vient ici comme touriste, on a posé des questions, il a compris, et puis tout allait très bien, nous étions, alors à partir de ce moment-là, on a oublié que la guerre existe. Évidemment, on a gardé beaucoup de souvenirs avant, parce qu'il y avait des moments où on a failli. Et il y avait encore une fois un problème. Une fois, on est venu, oui, c'est vrai, je l'ai dit, qu'on est venu en pleine nuit nous chercher une bicyclette. Ça, c'était je ne sais pas, est-ce que c'était quelqu'un qui a dénoncé? Est-ce que c'est le bonhomme qui le savait? Il avait besoin d'une bicyclette. Et comme tous les droits leur étaient permis, avec les Juifs, vous pouvez tous permettre. Ils ont emmené la bicyclette. D'ailleurs, quand Ava était prisonnier de guerre, la première des choses dont il s'est apparu par vengeance, de récupérer une bicyclette d'un Allemand. On lui a enlevé sa bicyclette. Il a gardé le sens d'humour pendant tout ce temps-là. Bon, ben écoute, et là, le plus dur pour nous était fini. Et avant, j'ai oublié de dire que
on était quand même sans les qui-vive, on vivait toujours dans une certaine peur. On savait n'importe quoi. J'étais une fois en train de prendre l'autobus en arrivant à Gare du Nord pour aller à la Courneuve. J'étais dans l'autobus, j'avais mon ticket et puis alors je l'ai ramassé pour descendre, je l'ai jeté. En descendant, on me demandait le ticket. J'ai dit maintenant, rien du rien du tout, on était toujours en danger de vie ou de mort. Alors, heureusement que j'ai vu ce ticket-là à côté, je viens de le jeter, j'ai dit je l'ai jeté, je l'ai ramassé, je l'ai redonné. C'était pas pour nous encore, c'était pour les peuples. Alors donc, je n'avais plus peur, et à partir de là où j'étais en Dordogne, on a oublié la guerre. Et on était très heureux même dans ce petit... on a mené la vie des paysans, on se nourrissait par tous les moyens, les mêmes que les paysans, même à élever des poules, des canards, elle les gavait. Elle gavait les oies. Elle gavait les oies et puis nous les avons au fur et à mesure vendus parce que c'était assez rare de les avoir des foie gras, etc. Et Mathieu, avec Octave, c'était Mathieu d'ailleurs, qui a, je ne sais pas de quelle façon il a construit une machine à couper les tabacs. C'était un pays où il y avait beaucoup de feuilles, on ramassait des feuilles de tabac. Et puis alors, nous avons donc, on a coupé les tabacs, on cherchait on les construisait comme des professionnels dans des trucs à cigarettes, dans des padrons. C'était fait extrêmement bien. Ouais. Et puis comme Ava, qui était toujours à Marseille, mobilisé à Marseille, mais il était en zone il était dirigé par son usine, par l'arseniquement. Alors il avait d'un côté il avait les papiers français et d'autre part les Allemands lui ont donné, comme l'arseniquement travaillait pour les Allemands, alors les Allemands lui ont donné des papiers aussi. Des façons... Maman, on va peut-être arrêter ça parce que c'est une partie que tu as déjà racontée l'autre fois. Ah oui, d'accord. Et on va... Est-ce que tu te souviens de la naissance de Jaco ? La naissance de Jaco, il a été, parce que nous étions dans un petit bled. Alors il a été, Michel a accouché à Sarlat. Oui, et puis une fois, là-bas on ne posait pas de questions, sans problème. Et une fois rentré dans notre pays, à Béringot, pour protéger notre Jaco, grandissait très bien, était le chouchou de tout le monde. Et puis il y avait toutes les oies qu'on a gavées, etc. Les protéger. Ils se sont emparés de lui, personne n'avait le droit d'approcher de Jaco. Il était aussi bien soigné, protégé que moi à Paris par nos amis. Et on les a mis, on a mis autour de lui un parc pour qu'il ne puisse pas, il était tout petit, pour qu'il ne puisse pas sortir. Il bouffait de la merde, c'est vrai, de la merde. Ça a continué. Mais attends, mais juste je voudrais revenir sur les oies, parce que vous deviez les tuer quand même, ces oies. Les oies, oui. Vous deviez les tuer pour prendre le foie gras. Comment ça se passait? Parce que... Les oies, à un moment, celles qui me défendaient, mes copines, vous deviez les buter, vous deviez les tuer. On les vendait, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Non, si, vous avez tué. Oui. Vous faisiez du foie gras avec, hein. Vous faisiez du foie gras avec ces oies. Ça, je ne me rappelle pas, ça c'était professionnel. On faisait l'élevage des poules, des poulets,
des oies. Moi, j'ai vaguement dans Écoute, l'esprit. Jaco, moi j'ai des vagues souvenirs Ouais. qu'il y avait un petit régiment d'oies, quelques-unes gardaient, qui étaient des oies Oui. domestiques, on pourrait dire, Ouais, ouais. qui étaient des oies qui te protégeaient, et les autres, c'était les oies d'élevage. Bon, mais celle-là, elle sortait pas. Enfin, Non, ouais, mais Quelque les chose oies de comme ça, deuxième hein, classe. c'est-à-dire, Mais toi, tu étais gardé mais par il est- un... Par des oies de Alors, première classe. Mais il était toujours, il était gardé. Mais alors en te gardant, il pouvait quand même se soulever, soulager, etc. Et tu étais tellement reconnaissant, tu étais tellement amoureux de ces oies qui ne voulaient pas, qui te regardaient avec amour, et ils te protégeaient, personne étranger ne pouvait rentrer. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai un espèce de. Je sais pas, c'est pas un souvenir où on m'a raconté ou ça. Oui. Que Non, mais tu peux il y avait. mettre sur Jaco un peu, Oui. ça change un peu. Qu'il y avait. Ah bah, attends, je vais mettre là. Qu'il y avait des oies, et c'est pas un souvenir, je dis pas que c'était un souvenir, mais qu'il y avait des oies qui en avaient coupé la tête et qui continuaient à courir Oui. sans tête. Oui. Oui, oui. Ah bon, tu as rêvé ou tu as... Ah, je ne sais pas, est-ce que c'est papa qui m'a raconté une histoire comme ça? Est-ce que je l'ai rêvé? Est-ce que. Bon. Mais je voulais, si c'est toi, ça t'évoquait quelque chose, des oies qui auraient été décapitées, qui couraient comme ça. On n'a jamais tué des oies, on les vendait, Ah, vous les vendiez on vivantes? les vendait vivants, Ah, donc, et alors, puis ce sont des C'était peut-être une professionnels. angoisse de castration. Oui, oui, c'est ça, oui, non, mais je sais pas, ouais. Oui, mais Ça te rappelle rien? en tout Mais je cas, crois que ça peut exister, ça. Je sais pas d'où j'ai cette histoire, si tu veux, mais c'est. Bon, ouais. par le peu qu'il a compris dans la subconscience, il voyait toujours certaines... Tu rêvais parfois de ces oies qui te protégeaient, je croyais que oui, mais qui- Enfin, mais tu les aimais c'est cette beaucoup. histoire qui Tu étais le seul que les oies aimaient. Alors, maman, on va peut-être... Il y avait aussi des dindons, d'ailleurs. Hein. Il y avait des dindes. Il y avait une dinde qui le protégeait, qu'on appelait philosophe. Oui. Philosophe, Ah bon? on l'appelait Oui, oui. philosophe. Ah bon. C'est-à-dire, c'était pas Parce ça. qu'elle Il avançait se mettait- toujours comme il ça. avait, non, il était devenu ami de Golda, de la grand-mère de Jaco. Le dindon, là. il était, Philosophe, oui, oui. comment il s'appelle, la dinde, tu Oui. dis, oui. Alors, il était toujours, la dinde était assise sur son épaule, elle tricotait, etc. Et lui avait du plaisir d'être sur son épaule. Alors, c'était la sympathie. Et, alors, quand on les voyait Sur l'épaule comme ça, de Mémé sur Golda? l'épaule de Eh Mémé bien, Golda. c'est gros une dinde. Non, c'était une petite dinde, disons, tant qu'elle était Bon. petite. En tout cas, il était assis toujours sur son épaule. Costaud, Nous avons- ta grand-mère. Alors, on l'a regardé, cette dinde, et on s'est dit, bah, après, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ben, elle pense. Je dis, un philosophe, et on l'a nommé philosophe parce qu'il réfléchissait. Bon, ben alors... Là, Elle était comment, maman, là, à cette époque? Est-ce que c'était quelqu'un de gai, d'enjoué, d'ouvert ou... Parce que... Elle était très courageuse. Nous étions, ta mère et moi, on avait notre rôle, chacun avait son travail dans la maison, quoi. Pas seulement dans la maison, tout ce qui concernait l'habitat. Alors, les hommes travaillaient la terre, les grands-mères s'occupaient des animaux, et les femmes... Les enfants, ouais. Oui. Après les animaux. Et les enfants et les femmes, c'est Michel et moi, faisons des courses en dehors de Berengo parce qu'il n'y avait pas de centre commercial là-bas. C'était une forêt. Et je me rappelle, c'est là où, à un moment donné, on a envoyé Hélène dans une école, mais il n'y avait pas Berengo. Seulement, il fallait traverser une forêt. Et à l'autre bout de forêt, il y avait une petite école et Hélène était acceptée comme... Mais elle ne savait pas encore ni lire ni écrire. Et ils ont préparé pour Pâques, je crois, une fête pour les enfants. Et Hélène a reçu entre les autres à apprendre un poème dont le titre était Mon doux petit Jésus.
Elle ne savait pas lire encore. Il fallait lui lire cette feuille. Et comme elle a toujours eu voir en rien de temps, elle récitait à perfection. Et puis alors ta Golda, ta grand-mère, lui a fait des ailes, là, tu sais, elle s'est amusée à la... Non, mais on n'avait que des souvenirs agréables. Pour nous, la guerre était terminée. On ne voyait plus des Allemands. Une seule fois où j'ai rencontré les Allemands, c'était quand je suis allée, comme c'était mon rôle, d'aller chercher dans la proche banlieue, chez la boulangère des pains, sur la route, de loin, je suis venue avec la bicyclette parce que c'était assez loin. Et alors en arrivant, j'ai vu de loin des Allemands de nouveau. Oui, la première fois depuis que nous avons quitté la zone occupée. Alors là, quand je suis arrivée, j'avais toujours, je ne montrais pas combien j'avais peur, mais ça ne se voyait pas. Rien que de montrer qu'on a peur, c'est un danger. Alors j'approchais avec papieren, j'ai sorti les... Alors là, j'avais une bonne pièce d'identité d'une chrétienne, d'une arienne, et puis rien ne pouvait m'arriver. Bon, ils m'ont laissé passer. Et notre travail avec Michel était d'aller à Sarlat, quand il fallait faire des grandes courses. On allait toutes les deux à Sarlat en bicyclette. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce que c'était les courses que vous deviez faire, puisque vous aviez tout sur place, vous aviez de la nourriture sur place? Qu'est-ce que vous alliez acheter? On n'avait pas la nourriture. Vous aviez de quoi planter des légumes? Non, et vous aviez des bêtes, alors qu'est-ce que vous aviez acheté? Ça c'était pour vivre, on n'avait pas de revenus. Alors ça c'était pour vendre, pour aller de quoi, du beurre, du fromage, du lait qu'on trouvait chez les paysans. Oui, mais à Sarlat, qu'est-ce que vous alliez faire à Sarlat? Alors à Sarlat, on allait acheter des choses qu'on n'achète pas, parce que la viande ou des... De la farine, du sucre, des sucres, peut-être des chaussures, des choses comme ça, non? Tout ce qu'on avait besoin. Alors on allait on n'achetait pas de chaussures, on n'avait pas tellement d'argent, mais on avait de quoi vivre. Alors avec des... C'est quand même assez loin, Sarlat de Bering. Oui, non, alors attention, c'était pas loin, parce on avait quelques kilomètres jusqu'à la gare. Et à la gare, on prenait les trains. La gare de Bénac. Bénac? Bénac, oui. Alors là, oui. Il y avait le château de Bénac qui était très... Oui, c'était ton pays. Dis-moi, maman, on peut peut-être essayer de se savoir... D'abord, comment vous écoutiez Radio Londres, et puis après, comment s'est organisé le départ, le retour après la guerre? Juste une question qui m'intéresserait, c'est de savoir, est-ce que c'était bagarre entre les deux mémés ou pas vraiment? Non. Non, la bagarre entre les deux mémés s'est arrêtée quand encore en zone, encore quand on était en zone, en Nancy, où ta grand-mère a fait aussi un genre d'Alzheimer. Ma mère, encore à ce moment-là, n'était pas, c'était un début sans, elle n'était malade. Et non, mais je t'ai dit de la bagarre, elle s'est arrêtée à partir du moment où ma mère, quand elle a vu ta grand-mère, dans quel état elle se trouvait, du coup, elle a changé d'état. Oui, mais je veux dire pendant la guerre, Eda. Pendant la guerre. Jaco, est-ce que je peux te dire quelque chose de ça? Parce que je pense que je me souviens très bien de quelque chose. Maman peut-être n'a pas, en ce moment ne se souvient pas, elle est branchée sur autre chose. On entend bien? Oui, bah. Alors, j'ai un souvenir, par exemple, de qu'est-ce qui pouvait déclencher des scènes entre elles deux. Parce qu'elles étaient très jalouses l'une de l'autre. Ouais. Alors, par exemple, Daniel, ton frère, Daniel, tu veux que je me mette là? Non. Daniel, ton frère et mon cousin, avaient peur de faire caca dans un pot.
Et donc, ta grand-mère maternelle, Golda, Voilà. lui avait plus ou moins suggéré de faire caca sur des feuilles de papier. À partir de quoi, il ne voulait plus faire caca que sur des feuilles de papier. Bon, et Mémé Salah trouvait ça inconvenant, absurde, fou, hein, et anti-éducatif. Et donc, elle cachait les feuilles de papier que Mémé Golda cherchait, et elle commençait à s'insulter. Par exemple, tu es incapable d'élever ce petit garçon, qui c'est qui fait faire caca sur des feuilles de papier, regarde comme tu le rends capricieux. Moi, je lui foutrais des claques et il ferait caca tout de suite dans un pot. Et elle continuait à chercher ses petits papiers de soie pour les mettre... et Daniel ne voulait faire caca que sur les feuilles de papier. Donc si tu veux, voilà par exemple ce qui pouvait enflammer une journée. Voilà. Oui, les pots des Bon, alors évidemment, et d'autre part, il y avait la jalousie. Ben oui. Il y avait la jalousie parce que Golda c'était la fille de Michel, c'était la fille de Golda. Ma mère était la fille de Mathieu. Alors non, évidemment, sa mère. De ma mère. Alors entre les deux belles-mères, tu vois, Ouais, c'était chacune... la bagarre. C'était la bagarre, l'une qui était jalouse de l'autre. C'était jamais méchant, mais enfin un voisinage qui n'était pas confortable. Deux reines-mères. Oui, elles étaient... Non, moi je dis ça parce que, au moins dans mon souvenir, mais plusieurs fois, maman m'a dit qu'elle avait, elle, beaucoup souffert de ce que sa mère était un peu une pièce rapportée là-dedans, qu'elle se sentait pas à l'aise, elle avait toujours la trouille que sa mère se fasse renvoyer. Enfin, vrai ou pas, mais en tous les cas, elle n'était pas à l'aise dans ce contexte. Je voulais savoir quel souvenir tu en avais, toi. Oui, mais c'est-à-dire la différence entre les deux grands-mères était que Golda était un petit peu comme Michel, elle était beaucoup plus douce, plus calme. Et puis, elle n'était pas très... elle prenait ses précautions avec ma mère, mais après, elle racontait des choses, tu sais, de façon que Michel était entre ma mère et sa mère qui lui disait du mal. Il se produit, tu vois, un petit complot là, où ma mère se tentait, Mathieu avait d'autres chats à fouetter qui s'occupaient des affaires des belles-mères. Il travaillait, il coupait des cigarettes, préparait des choses. Qu'est-ce qu'il faisait encore de l'huile. Oui, une presse de noix, il avait fait, m'a dit. Oui. Bon, c'était une véritable industrie par les petits moyens. Et alors, mon mari venait, et quand il avait les droits, et de temps en temps, de la SNECMA, il pourrait venir en visite. Tu l'avais raconté, ça, maman. Est-ce que tu pourrais, rue Daguerre, il n'y a pas longtemps, sans toi? Salut. Elle va te présenter cette petite Guillaume, tu peux... Alors, on a le couscous qui nous... Alors, comment tu dis? Sophie. Bonjour Sophie. Oui, papa. Je te prenne la bouche. Elle me ressemble pas. Pourtant. Ah, la guerre du porc, c'est... Oui. À la base, c'est une guerre de religion. On a vu hier Erin Brockovich. Ah oui, c'est bien. C'est bien, c'est un peu long. Il faut aimer beaucoup Julia Roberts, parce que c'est une one-woman show. Et stand-by, Excuse-moi. Film là? Oui. Film? Oui. Bon, d'accord. C'est vrai? Bah non, c'est faux. Non, ah bon, d'accord. Raphaël, te cache pas. Agnès. Oui? Tu prends un petit peu ta maman. Je l'ai pris déjà. Maman. Fais pas le guignol, maman. Ah. Fais pas le clown, maman. On peut pas toujours être Le sérieux. pantalon de folie là. Allez, oh là là, est-ce que t'es sérieuse? T'es pas rigolote. Hein. C'est la maman. Ma fille. Ah vraiment, j'exagère. Hein. Non? Oui, bien sûr. Bon, mais attendez, regarde, là, ils sont mignons les trois là. Ah oui. Adorable. Souriez. Ouh. Attention, la photo va être prise.
Qu'est-ce que tu manges là? Ça a l'air bon, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est du poulet aux olives. Et ce qu'il y a à côté, c'est quoi? C'est une tranche de pain. Génial! Et toi, Raphaël, qu'est-ce que tu manges? Des os. Alors il y a les os de poulet ici, Ouais. et les os du bœuf. Ah, oui. Pas forcément avec le couscous. Oui, mais attention. Ah, Agnès, sympa. Oui? Donc pour l'instant, je suis hébergé chez une amie. Ça accroche au papier. de papier, tu peux caler ton ordi. Allez, tous les jeunes là-bas. Allez, tous là. Attends, il n'y a pas Guillaume. Si. Non, il n'y a pas Raphaël. Hey! Voilà. Ah, vous êtes très jeune, hein, là-dessus. Et il y a Guillaume alors ou pas? Il est passé. J'essaie de faire 213. Alors, comment on sort la photo là? Ah bah on sort pas, on sort l'ordinateur. Oh, mais ça vaut rien ce machin là. Si, ça sort. Hein. Ah, tu veux la voir? Oui. Tu veux la voir, viseur fermé, t'appuies ici pour la lecture. Ah, ben voilà, elle est bien. Je tournais la tête. Ah oui, on T'as tourné la tête? Oui, on peut faire une autre. Allez. Le couscous est arrivé, la sauce avec. Hein. Deuxième, regardez-moi, regardez-moi. Voilà, merci. Magali, regarde-moi un peu. One more time. Happy birthday to you. Et maintenant qu'il fait son service militaire, c'est un homme, hein? Maintenant qu'il fait son service militaire, c'est un homme, hein? Vous allez bronzer, Magali. Vous avez un cendrier là. Si, grazie a Tu crois qu'on va t'attendre? Mais c'est dur à appuyer, j'ai l'impression. Tout le monde essaye et ça. Branchu. C'est branché alors. C'est très branché. Non, mais parce que Raphaël, il est branchu. Il lui faut du branchu. Ferme l'appareil, Claudette. Maintenant on dit câblu. Pousse le tiroir. Souvenir du collège Stanislas. Raphaël, l'année On les passera. On les passera. On a déjà en bus. Je vais voir à l'intérieur. Je suis passée chez Fais voir, montre. Montre à la caméra. C'est un écrivain un peu dans le style. Alberto Seri. Ouais, Tu n'as pas vu? Fais voir, fais voir. Alberto Seri, ouais. J'ai entendu. Où est-ce que j'ai entendu Alberto Seri? C'est quoi Alberto? C'est de qui? C'est toi? C'est un Égyptien. Merci, Mike. Dandy égyptien. Un dandy égyptien? Ouais, mais c'est un peu comme Cohen. Il écrit un peu comme Gandhi. Alberto. Ouais, c'est ce que je dis. Non, un dandy. Ouais, c'est un dandy. C'est un peu le même. Un bandit. Un Gandhi. C'est réservé aux militaires en fait. Regarde le rose, c'était pas rose comme ça? Attends, Raphaël, est-ce qu'elle l'a mis là, Dominique? Ah tiens, mais il est derrière là. Une layette. Voilà, voilà. Merci Sophie. Ah, ça c'est pas. Oh, ouais. Chanteur. Une serviette. Qu'est-ce que c'est? Comme tu avais fait un balai à chiottes. Oh, je te vois. Ah ouais, en fait c'était pour nettoyer la vaisselle. C'est maman qui avait ouvert ça. Voilà, ça c'est Agnès. Allez, on dit Mais non, j'ai pas pris qu'on a la chiotte. Voilà, c'est à la mode. Raphaël, dis pas de bêtises, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pour la Raphaël. Avec un peu de Dis Raphaël, dis pas de bêtises, hein? Dis pas de bêtises. Tiens, Raphaël. Ça, c'est pour un bon plaisir à Jean. Ah, du bon plaisir. À mon avis, tu l'as déjà. Bon plaisir à nous. C'est des capotes en fait. Non, c'est pas de panne. Ah ouais. Il est lourd. Fais voir, qu'est-ce qu'il faut voir le titre. Ali, tu l'as? Ouais, je l'ai déjà, ouais. Fais voir ce que C'est c'est. le Fais voir, je vois pas. Lonely Planet sur C'est le l'ombre. premier, maman, c'est le premier il est en livre qu'on français. achète. Où est-ce que c'est acheté? Raphaël, Changer alors. où est-ce que c'est acheté? On fait refais ce que tu as fait tout à l'heure. Moumine, c'est le nom. Non, Mouchi, c'est pas le nom. Moumine, c'est le chat.
Merci. C'est un supplément interactif du monde. C'est un supplément au cadeau. Ouais, merci. Je l'avais pas celui-là. D'accord. Nous avons quand même souffert moralement parce qu'on n'avait pas les mêmes droits que les autres, etc. J'avais mon bachot, j'étais soulagée, j'ai dit cette fois-ci, je quitte la Pologne. Voilà. Comme mon mari a quitté le régime soviétique, moi j'ai décidé de quitter la Pologne. Vous pouvez nous raconter comment vous avez quitté la Russie? J'ai quitté la Russie avec beaucoup de regrets. Mais c'était une question de circonstances. L'affaire dont je vous parle maintenant est une vieille histoire. Ça, c'est dû à l'époque aux les Blanches, qui avait géographiquement ses points d'appui dans le sud de la Russie et en Crimée, a été battu par les Rouges. Et ils ont occupé toute la Russie. Alors nous avons vécu pendant toute la guerre civile, ça veut dire pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, nous avons vécu dans la propriété de ma grand-mère, qui avait une très belle maison et une grande vigne qui permettait de vivre très confortablement. Alors, ma grand-mère avait l'habitude d'aller en villégiature au mois d'août, début de septembre. Et comme à cette époque-là, il n'y avait pas de danger encore sur le plan militaire, alors elle est partie avec ma mère et mes tantes à Yalta pour faire une cure. Et moi, je suis resté dans la maison de ma grand-mère avec ma nounou. Puis à ce moment, les communistes ont profité que ma grand-mère était partie à Yalta. Ils ont percé le front. Et puis ils ont bousculé l'armée blanche. Vous aviez quel âge? J'avais à cette époque-là 13 ans. Et je suis donc resté seul avec ma nounou. Et comme le lycée était fermé, puisque tout le monde foutait le camp, c'était la grande panique, tout était fermé, les bourgeois foutaient le camp, et puis l'armée s'évacuait aussi par les bateaux. Et tous les pays ont envoyé des bateaux pour sauver la population bourgeoise qui voulait fuir les combats. Une vie assez agréable que je menais, je ne foutais plus rien, je n'allais pas au lycée. Alors j'ai été choyé par ma nounou là, qui s'occupait de moi, nous étions seuls avec elle à la maison. Et moi j'allais à la plage toute la journée, je restais à la plage. Alors un jour avant que les communistes sont arrivés chez nous, j'ai été à la plage et j'ai vu un régiment de Cosaques. Les Cosaques sont arrivés, ils descendaient de leurs chevaux, ils l'embrassaient dans le museau et puis ils les tuaient à coups de carabine dans l'oreille. Alors, moi j'ai vu ce spectacle et ils étaient vraiment... Qu'il ne tombe pas entre les mains des communistes. Émotif et heureux, c'était une véritable horreur à voir des montagnes de cadavres de chevaux qu'on embrassait avant de les faire tuer. On faisait ça pour qu'ils ne tombent pas dans les mains des communistes. Alors je suis rentré à la maison et puis j'ai dit à ma nounou qu'il faut partir parce que les Cosaques tuent leurs chevaux, mais ils ne tombent pas dans les mains des communistes. Alors il n'y avait pas de raison que nous on reste parce qu'on va tomber chez les sauvages. Alors ma nounou m'a dit qu'elle est née dans ce pays, elle veut mourir dans ce pays, mais moi je dois partir. Alors elle m'a embrassé, elle m'a béni et je suis allé sur le quai. Alors je suis arrivé sur le quai, il y avait un bateau grec qui est arrivé pour prendre les réfugiés. Alors je suis monté sur ce bateau et à l'entrée, il y a un sentinelle, un russe, un militaire, qui demandait des papiers aux gens.
Alors moi, j'avais pas de papier, j'avais rien du tout. J'avais une culotte courte, j'avais rien, c'était l'été. Alors il m'a demandé qu'est-ce que tu viens faire ici. Alors j'ai dit je ne vais pas rester ici. Il me demande pourquoi. Je dis je ne vais pas rester avec les communistes. Il m'a dit tu as raison, monte sur le bateau. Alors je suis monté sur le bateau. À 12 ans. Le bateau est arrivé à Constantinople au bout de 3 jours. C'était un bateau des Blancs, des Russes blancs. Oui, je m'en Non, doute. c'est pas Russes blancs, c'est les Grecs qui ont envoyé. C'était toutes les nationalités qui ont envoyé. C'était un bateau Enfin, pas les Rouges. Non. Alors, je n'avais rien mangé pendant ces 3 jours. Il y avait une petite vieille charitable qui m'a donné au bout de 2 jours un verre de lait. C'est tout ce que j'avais. Et puis on est arrivé à Constantinople. Alors là-bas, on a séparé les militaires des civils. Les militaires sont partis dans les camps où ils étaient internés et puis ils continuaient à vivre en tant que militaires. Parce qu'à cette époque-là, Constantinople était occupée par l'armée alliée en 1920. Et il y avait surtout une occupation française et anglaise. Et il y avait d'autres nationalités là-bas aussi. Alors, j'ai été pris en charge par la Croix-Rouge internationale. Nous avons séparé donc des filles, parce qu'il y avait des enfants, des filles et des garçons, qui étaient abandonnés comme moi. Et on a séparé donc les sexes pour ne pas avoir des accidents. Et nous étions logés donc à l'hôpital turc, qui était évacué, donc bien sûr, pour nous loger. Nous étions très nombreux. Et j'ai vécu là-bas pendant environ 6 mois et demi, c'était 1920. Et toute la journée, alors nous touchions une pension de la Croix-Rouge, on touchait 20 piastres par jour. C'était beaucoup d'argent, moi qui n'avais jamais j'avais besoin d'argent. Alors avec ça, j'ai acheté des cigarettes, j'ai commencé à fumer. À 13 ans, on va parler, la J'ai belle commencé à vie. fumer. Puis, qu'est-ce que je faisais? Oh, je faisais rien, aucun mal. J'allais toute la journée à la foire. Il y avait une foire à côté, dans la partie européenne de Constantinople, à côté dans la partie européenne. C'était genre fort de trône. C'était très beau. Alors, je passais toute ma journée là-bas. Alors, je tirais à la carabine, je faisais tas de trucs là. C'était inoffensif. Et en même temps, je vis là-bas des choses qu'on ne voit pas à l'Occident, des choses extraordinairement intéressantes, jolies. J'ai vu par exemple le combat des scorpions. C'était où exactement ça? Hein? À Constantinople. J'ai vu le combat de scorpions, j'ai vu le combat de chiens, j'ai vu la course des puces, j'ai vu la course des ânes en reculant, avec partie mutuelle. J'ai vu tas de choses là qu'on ne doit pas voir, qui ne sont pas très convenables. Et puis un jour, j'étais en train de tirer à la carabine, et puis il y avait quelqu'un qui m'a touché à l'épaule et qui m'a demandé si je n'ai pas honte. Je lui ai répondu, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je n'étais pas poli. Alors j'ai continué à tirer, quand j'ai fini, je me suis retourné, j'ai vu un officier russe, un officier de marine. Alors, je donne une petite explication. Comment il a su que j'étais russe? Parce que c'était déjà au mois de décembre, probablement, il faisait froid. Et les Anglais ont fait cadeau à tous ces enfants russes mâles. On donnait les habillements militaires anglais, parce que la guerre était finie, ils ne savaient pas quoi faire avec. Alors, ils nous ont donné. Donc tous les enfants qui étaient habillés en soldats anglais, c'était des Russes. C'est comme ça qu'il m'a reconnu. Alors, quand j'ai vu que c'était un officier de marine russe, je me suis excusé. Et puis, il m'a demandé, est-ce que vous voulez venir travailler chez moi? J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais rien faire. Il m'a dit, je n'ai pas besoin de vous sachiez quoi.
le seul travail qu'on vous demande, c'est de laver le pont les matins, faire les mousses, nettoyer toutes les parties en bronze sur les machines, et puis faire marcher la grue à vapeur quand on est arrivé dans le port. Moi, j'ai accepté, et je suis resté sur ce bateau qui s'appelait la Sainte-Hélène, et qui a été navigué sur le pavillon français. Je suis resté environ 12 ans. Et puis en 1923... 2 ans, hein? 2 ans. 2 ans et demi, probablement, je m'en souviens plus. Alors, quand j'avais 14 ans et demi, j'avais besoin d'avoir un passeport. Pas un passeport, une carte d'identité de matelot qui me permettait de descendre dans le port. Et parce que les bateaux sur lesquels je travaillais faisaient du cabotage. Alors j'étais donc au consulat russe pour demander qu'il me donne ses papiers. Le consul russe m'a demandé où sont mes parents, et quel âge que je lui donnais mon âge. Il m'a demandé où est votre père. Je dis mon père était tué à la guerre. Où est votre maman? Je dis je ne sais pas. Et je lui ai expliqué pourquoi je ne le sais pas. Alors il a dit écoutez, vous êtes mineur, je n'ai pas le droit de vous laisser partir, ni vous donner les papiers. Je vais me renseigner si vos parents ou quelqu'un de votre famille est parti à l'étranger. Et à cette époque-là, le consulat russe, le siège de l'espèce de bureau de renseignement où les gens qui se cherchaient pouvaient se retrouver. Il y avait des listings de tous les gens. Ce n'était pas le listing à l'époque, il n'y avait pas de listing, mais il y avait peut-être 500 000 ou 600 000 personnes qui cherchaient la famille, les parents, les enfants, n'importe quoi. Et figurez-vous qu'il a trouvé ma mère, mon oncle, ma grand-mère, en France, à Paris. Alors comment ils ont pu les trouver? C'est parce que ils étaient à Yalta, donc ils ont quitté la Russie, non pas par la ville de Kerch comme moi, mais par Sébastopol. Et ils étaient évacués sur un bateau français qui les a amenés à Marseille. Donc ils n'avaient pas besoin de formalités pour rentrer en France. Et ils s'étaient installés donc à Paris. Et ils ne savaient pas ce que je suis devenu. Et probablement, à tout hasard, là, ils ont demandé à cette époque-là, Nansen, qui était commissaire de la Société de Nations, vous laisser partir. Je n'ai pas le droit de le faire puisque vous êtes mineur. Alors, je vais vous envoyer en France. Alors, je lui ai dit, je ne veux pas. Il dit, on ne vous demande pas si vous voulez ou vous ne voulez pas, ben, je vous envoie en France parce que c'est mon devoir. Il avait la belle vie, il faisait ce qu'il voulait. Alors, bon, il a fait venir le capitaine qui est venu et il lui a demandé combien de temps je suis resté sur son bateau. Il m'a demandé si j'étais payé. Alors, je dis non. Ah bon? Alors il a fait venir le capitaine qui est venu et puis il lui a dit vous n'avez pas payé à votre mousse pendant 2 ans et demi, alors quelle est la somme que vous lui devez? Alors il a dit je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. Finalement il m'a donné 5 000 francs, 5 000 francs français, c'était énorme. Enfin pour 2 ans c'était pas beaucoup. Et alors, il m'a dit, je ne peux pas vous laisser partir, je vais vous garder tant que le consul de France ne vous donnera pas le visa. Donc, je ne pouvais rien faire parce que j'ai été arrêté par les Cosaques qui gardaient le consulat et ils m'ont enfermé. Et je suis resté là-bas au consulat pendant 3 jours. Alors je jouais aux cartes avec mes geôliers. Et j'attendais mon sort, je ne savais pas ce que je vais devenir. Alors au bout de 3 jours, le consul m'a appelé pour me dire que les réfugiés russes et arméniens n'ont pas le droit, le consul de France à Constantinople n'avait pas le droit de donner les visas sans autorisation de Paris pour les réfugiés, ça veut dire les gens sans patrie. Et je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Et il a dit, le consul a promis de faire la démarche pour que le visa vienne du Quai d'Orsay.
Alors j'ai demandé combien de temps ça va durer. Il dit ça, je ne peux pas vous le dire, peut-être 3 mois, peut-être 6 mois. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Il dit, je vous garde. Alors je dis, mais non, mais ça ne va pas. Alors il m'a dit, écoutez, si vous voulez, j'ai une proposition à vous faire. Et il y a en Bulgarie un lycée russe qui a été formé par toutes les Britanniques militaires russes qui étaient évacués quand les communistes sont arrivés. Alors je vous envoie là-bas, vous allez donc rentrer là-bas au lycée, c'est un lycée, et puis vous allez faire votre bachot, et puis après vous allez rentrer en France dans votre famille. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je vais rester avec mes Cosaques à jouer aux cartes pendant 6 mois, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai accepté. Et le consul, pour être sûr que je ne fiche pas le camp, il m'a fait accompagner jusqu'à la frontière grecque, parce qu'on passait par Adrianople, par un de mes géoliers. Ça a coûté très cher au consulat. Mais c'était un honnête homme. Alors je suis arrivé donc dans mon lycée et je suis resté là-bas 3 ans. Je suis resté en Bulgarie. Hein? En Bulgarie. En Bulgarie. Je suis rentré donc en 5e, mais chez nous c'était inversé. Le 8e classe c'était les petites classes. Et les classes où on préparait le bachot c'était le premier. Donc j'avais resté 3 ans là-bas. Et c'était un lycée extraordinaire. Et tout ce que j'ai appris et tout ce que je connais sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan religieux, je le dois à ce lycée. Parce que les élites intellectuelles russes qui ont foutu le camp étaient sans boulot. Donc ils cherchaient à se casse-pas. Et c'est comme ça, par exemple, que mon prof de maths était professeur d'artillerie à Saint-Pétersbourg. Donc c'était un type qui était plus que matheux, il était très, très fort en maths. Et moi j'étais fort en maths d'ailleurs aussi, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils font les Français, parce que les lycées russes n'étaient pas... Il y avait des facilités pour comprendre. Oui, mais d'accord, mais c'était pas ça. Le lycée russe est un lycée qui enseignait la culture générale et ne préparait pas les gens pour une spécialisation quelconque. Donc nous avons fait du latin, du grec pour ceux qui voulaient. Nous avons étudié la littérature russe, la littérature étrangère. C'était pas un lycée, c'était un paradis culturel. Et je suis resté là-bas 3 ans et tout ce que je connais, je le dois à ces gens-là. Et sur le plan, je dis ça comme ça parce qu'on pose des questions, il n'y avait aucun problème d'antisémite là-bas. J'étais très bien vu par tout le monde. J'avais plein de copains là-bas que je gardais jusqu'à la fin de ma vie. Et bon, alors... Quand en 1925, j'ai reçu le visa que ma mère m'a envoyé de France à Sofia, et puis là-bas j'ai suivi en France, et puis je peux faire mes études en France. Alors quand je suis arrivé, j'ai perdu le contact avec la famille, j'ai vécu tout seul pendant très longtemps. Alors j'ai pris, non pas de mauvaises habitudes, mais j'ai craché sur le tapis après avoir fumé. Alors, ça n'a pas plu à ma mère. J'avais des ennuis de ce genre-là. Comment faire sur le bateau là? Alors ils ont décidé de m'envoyer dans un lycée parce que la seule carrière que je pouvais épouser en France, c'était le métier d'ingénieur. Et comme j'étais fort en maths, ce n'était pas une difficulté pour moi. Mais je n'avais pas de connaissances mathématiques qu'avaient mes camarades qui ont fait le bac mathélène. Mais j'étais beaucoup plus fort que dans toutes les autres matières, mais en maths, notre programme n'était pas développé.
Alors, j'ai rattrapé tout le monde. Alors, ils m'ont envoyé sur le conseil éclairé d'un parent à moi, M. Pecker. Ils m'ont envoyé à Nantes, au lycée de Nantes. Et alors là-bas, j'ai eu une bourse de 300 francs par mois. Et je suis resté 2 ans. J'ai voulu rentrer à l'école centrale. À cette époque-là, l'école centrale, pour entrer à l'école centrale, il y avait 2 examens à passer. Un examen en première année, puis un autre, si vous êtes reçu, en deuxième année. Alors, ça s'appelait Centrale A ou Centrale B. C'était en quelle année, ça? C'était en 25. 27, tu as dit? Non, 25, je suis rentré au lycée en 25. Et alors, j'ai pas pu continuer parce que j'ai été mal conseillé, étant donné que l'école centrale était à cette époque-là une école privée. Et pour faire des études là-bas, il fallait payer 5 000 francs par an. Or, comme je touchais en tout et pour tout 300 francs par mois, donc il aurait fallu que je ne pouvais pas faire autre chose que chercher une autre école. Et là, les profs de maths m'ont dit qu'il y a une très bonne école à Nancy, qui est, pour ainsi dire, mondialement connue. C'était l'Institut électrotechnique de Nancy, et que c'est une très bonne école. Les études durent 3 ans, et puis il faut passer le concours d'entrée, qui correspondait à Centrale A, oui, c'est l'examen que je passais, et donc j'ai été reçu. Donc j'ai pu rentrer à l'Institut électrotechnique de Nancy en 1927. Et je suis resté 3 ans là-bas jusqu'à 1930.